Séguin, bonjour. Bonjour. On est octobre 2014 dans ton atelier à Brooklyn, entouré de ton travail. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que quand tu avais 6 ans, tu dessinais déjà tout le temps, sans arrêt? Probablement pas tout le temps parce que j'ai plus de souvenirs, moi, d'être un petit gars moteur, actif, puis jouer grimper dans les arbres, puis jouer dans les carrés de sable. Mais je me souviens très bien que c'était une fête quand j'avais accès, disons, à des pastels ou à quelque chose qui était précieux, là, que je savais qui n'était pas juste le crayon de plomb ou le crayon Prismacolor. En fait, je pense que quand on est petit, même aujourd'hui, là, je retourne là, c'est un médium très sensuel, dans le sens des sens, tu sais. Puis le feeling du pastel à l'huile sur le papier, ça ressemblait à rien à ce que je faisais à l'école. Fait que ça, je m'en souviens. Je me souviens que ça faisait du sens de faire ça, là, de découvrir ces choses-là. Puis le chanteur Renaud a déjà dit dans une de ses chansons je veux que mes chansons soient des caresses ou des coups de poing dans la gueule. Puis quand on regarde tes œuvres, tu sais, il y a des séries, il y a des thèmes, ça change, il va y avoir autre chose, c'est ça qui est beau, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver, mais reste que, tu sais, il y a une manière, on reconnaît un Séguin. Est-ce qu'il y a une émotion dominante que tu veux qu'on reçoive dans ta manière? Tu sais, je me suis jamais mis en mode spectateur de mes trucs. C'est-à-dire que je suis le premier spectateur, je suis la première personne qui voit ce que je fais, tu sais. Mais je le fais aussi, c'est moi qui l'aimais. Je me suis jamais mis dans le sens de juste recevoir. Fait que je peux pas vraiment me mettre dans la place de quelqu'un comme ça puis dire, tu sais, ta question est dense, là, parce que je vais essayer de résumer le plus que je peux, tu sais. Je sais pas moi si un coup de poing ou une caresse, mais je fais ce que j'ai à dire. Si des fois ça se résume à ça, ou si je ressens cette nécessité-là, ben d'une façon naturelle, c'est ça qui sort, c'est ça que je fais. Tant mieux si, pour certaines personnes, ça sonne comme un coup de poing des fois qui réveille, puis pour d'autres, c'est une caresse, tant mieux. Mais mon intention n'est pas là. Mon intention est avant tout d'aller dire puis d'aller toucher un autre humain, quelque part, qui reçoit ça. En fait, moi, je propose quelque chose, mais le but, c'est d'aller au fond de quelqu'un. Puis d'arriver à toucher quelque chose, puis de dire, tu sais, ben, à la base, là, moi, ma formule, elle marche si la personne a senti qu'elle était humaine, tu sais. Un petit, une seconde, 2 secondes, une journée, un an, là. Mais au bout du compte, c'est ça que je veux. Dans plusieurs de tes peintures où il n'y avait pas d'humain, on sent quand même qu'il y en a eu, on sent la présence de l'humanité dans ces toiles-là. Puis malgré que c'est des œuvres très, très, très fortes, avec un message, c'est facilement intelligible et tout, est-ce que tu dirais que pour toi, la sobriété et la tendresse, est-ce que c'est important pour toi dans tes œuvres? Oui, absolument. Mais, tu sais, oui, dans mes œuvres, mais dans ma vie aussi, tu sais, tout ça aussi, ça m'amène plus loin, là, ça m'amène une capsule plus loin ou une couche plus loin de lecture où on ne peut pas faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. Puis je pense qu'un des gros efforts de gens qui veulent devenir artistes, être artistes, ou qu'ils sont, un des grands combats à faire, c'est ça, c'est de savoir que c'est de soi, d'abord, qu'il faut s'investir. Puis de laisser aller, puis que ça soit ça, avec nos travaux, puis en ayant aussi la terrible crainte que les gens nous découvrent. Oui. Et si on parlait un peu des romans, j'aimerais savoir comment... parce que souvent, les auteurs, c'est comme... écrivent presque une excroissance de lecteur, en fait. Puis je me suis demandé, c'était quoi tes premiers émois de littérature et quand est-ce que l'écriture est arrivée dans ta vie? Parce que ça prend du souffle, faire un roman, ça prend... Je sais que j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu, ça m'a beaucoup nourri pendant plein d'années. La lecture où j'ai été très très gêné toute ma vie. De parler en public, de parler à plus qu'une personne, j'étais comme incapable jusqu'à 30 ans. T'sais.
Fait que t'étais un adolescent gêné. Un adolescent, oui, mais je fais 30 ans aussi. Mais un adolescent attardé, gêné. Longtemps, en fait, terrorisé à l'idée de devoir parler en public, puis avec la complexion que j'ai, je rougissais tout de suite, puis c'était évident. Là. Fait que j'ai trouvé beaucoup de refuge dans les mots, dans ce silence-là des livres. C'est un monde intérieur qui s'est marié. Alors j'ai eu beaucoup de respect, j'ai été très, très nourri par les mots, par le travail, dans ce travail-là d'écrivain que les autres faisaient. Puis un jour, je ne veux pas que ça sonne narcissique ou quoi que ce soit, là, mais ce qu'on m'offrait ne me satisfaisait plus comme lecteur. Plus tu consommes, plus tu veux consommer, plus des fois tu peux être insatisfait aussi. Je me suis mis à écrire. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une histoire à raconter, sans savoir que ça pouvait ou ça allait être intéressant. Puis en prenant un risque, puis en le faisant lire à une amie éditrice qui un jour a dit, ah non, je veux voir je veux qu'il y ait une suite. Puis c'est tout, là, il n'y a pas eu de... Moi, des fois, je suis jaloux des gens qui se lèvent et qui se disent, ben moi, je vais être ça dans la vie. Ils se disent, moi, je veux être ça, je veux devenir joueur de hockey, je veux devenir comptable, je veux être avocat. Ils prennent les moyens pour y arriver. Mais toi, tu as quand même aussi, à un moment donné, comme, c'est beau d'avoir, mettons, les premiers émois de la peinture, la sensualité des matériaux, la physicalité du truc. Mais est-ce qu'il y a eu un moment ou une année où tu te rappelles que... Parce que les artistes, il y a l'être et il y a le faire. Oui. Puis est-ce qu'il y a eu un moment où ces deux-là se sont mis ensemble puis tu t'es dit, voilà ce que je suis et ce que je veux faire? En fait, tu sais quoi, je pense qu'il n'y en a pas de ligne d'arrivée, tu sais. Je peux pas dire une journée, je suis devenu artiste, je suis devenu peintre. Parce que j'ai fait de la peinture avant de devenir peintre. Je parle socialement de l'étiquette. Tu sais. J'ai écrit avant de devenir romancier, tu sais, ou auteur. Parce que pour moi, les choses plus vraies, tu sais, ou plus sensuelles encore là, se font dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Fait que j'ai fait des choses avant de l'être. Puis moi, ça, c'est une équation qui fonctionne. Parce que dans cette sensualité-là, j'arrive à comprendre ce que je fais, mais après, je le fais, je pense, pour une bonne raison. Parce que, je me satisfais au départ. Puis, pour me dire que j'y suis jamais arrivé non plus. Je suis jamais arrivé à cette ligne d'arrivée-là. Je suis encore à tous les jours obsédé par les images que je vais faire, par les tableaux, une série que j'ai à faire. La conduite m'aide beaucoup. Parce que j'arrive à faire le vide, je mets juste de la musique, je suis seul sur la route, puis à un moment donné, pouf, il y a un flash qui apparaît. Fait que moi, je calme pas des images ou des mots, je les fais. Puis pour ça, je pense qu'il faut que ça arrive puis que ça infuse tout seul. Fait que j'ai pas de date pour te dire c'est cette journée-là que je suis devenu artiste. Il y a des parcours où, à un moment donné, je sais que j'avais 3 jobs. J'avais 29 ou 30 ans, j'avais 3 jobs pour arriver à tout faire. Un atelier que je payais, j'étais dans la construction, puis à un moment donné, 2 jobs, puis là, une job, puis là, à un moment donné, tu te reviens, tu dis, mais là, je suis en train de faire ça à temps plein. Mais c'est pas une journée où tu te dis, tiens, là, je suis peintre, puis j'ai envie. C'était pas comme ça, c'était vraiment, c'est des choses très organiques, puis c'est des mouvements lents, là. De se dire, ah tiens, ben là, je le fais à temps plein. Tu sais, quand on se retrouve, parce qu'il on peut connaître des œuvres en regardant juste sur Internet aujourd'hui, mais quand on se retrouve devant une œuvre pour vrai, ça fait toute la différence. Puis pour moi, puis encore plus dans des grands formats, c'est comme si même quand tu es devant une œuvre et que tu l'as d'en face puis qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'écran, c'est pas Internet, il n'y a pas de caméra, tu sais, en ton œil. Puis... Mais c'est comme si on n'arrivait jamais... Moi, j'arrive jamais non plus à en percer totalement le mystère puis à atteindre le noyau, puis c'est ça qui est beau. Mais je me suis demandé si... Parce que t'en as dans tes romans, il y a des questionnements métaphysiques. La quête de sens, la quête de Dieu. Puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mots pour répondre à une quête d'absolu. Puis je me suis demandé, parce que là, il y a le cinéma, les romans, la peinture. Est-ce que la peinture... Est-ce que ça passe mieux par la peinture, en fait? Moi, je pense que ça adresse... Je suis obligé de réfléchir parce qu'on me pose la question. T'sais. Autrement que ça, mais j'arrive à décloisonner tout ça et à me dire que je fais ça. Oui, je trouve que la peinture répond à une urgence que j'ai.
une urgence physique de faire quelque chose, une urgence de sens aussi, ou mettons le roman, là, tu l'as dit tantôt, là, ça prend beaucoup de souffle. T'sais. Un roman, là, c'est 150, 200, 250 pages. C'est vraiment beaucoup de journées dans une année de travail, des fois plus, de discipline. Ouais. C'est un cycle qui est complété juste au bout de ce marathon-là. À chaque fois, chaque page, chaque 10 pages, c'est des petites victoires que tu fais. C'est long à écrire, c'est très long. Alors qu'il y a une urgence, de satisfaction immédiate qui est aussi très physique, immédiatement. Si on le fait de je travaille debout. Ce qui est contraire à tout le reste. Tu vas écrire, t'écris dans ton ordi, t'es assis. Puis je pense qu'il y a aussi un geste, il y a quelque chose de physique qui fait en sorte que si j'étais en fauteuil roulant, je ne prendrais pas les mêmes tableaux, je ne ferais pas les mêmes choses. J'ai mes limites qui sont ça. Puis je suis aussi des fois après 14 heures debout, tanné d'être debout. Où je peux faire un tableau à plat qui va donner d'autres résultats. Fait qu'il y a ce rapport-là direct avec l'objet. Puis ce que tu dis, d'être devant un objet, on ne le fait plus. On est devant des écrans ou un monde formaté pour le rendre intelligible puis visuel pour que tout le monde puisse l'utiliser. Un écran de télé, un écran d'ordi, c'est formaté, mais tout le monde voit la même chose. Alors que là, on est en train aussi de faire une expérience unique devant un objet qui est unique. Ça demande un effort physique. Il faut que tu te tiennes, il faut que tu regardes. Il faut que tu absorbes quelque chose, puis il faut que tu te rendes compte que c'est un objet. Il n'y a personne d'autre que toi qui est à cet endroit-là, à ce moment-là. Ça, c'est précieux. On le fait plus, on le vit plus. Ouais. Happy birthday, Alice. I saw something that you might like. Trying to get a hold of it. Il y a le projet de film qui s'en vient. Puis contrairement à la peinture ou au roman, la peinture, quand tu la fais, tu es tout seul ici. Et le roman, c'est sûr que, tu sais, bon, il y a tout le travail de l'édition, mais c'est une activité. C'est toi qui les écris, les phrases, et on a besoin de solitude pour ça. Alors qu'un film... entre le scénario puis le produit fini, tu as tellement d'étapes. Puis même au scénario, il doit être lu et relu par plein de monde. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe pour arriver à présenter un film. Comment tu as trouvé ça, travailler en équipe? Bien, c'est dur parce que c'est un médium lent. C'est un médium qui se conçoit au ralenti. C'est-à-dire que ça prend l'éclairage, ça prend le son, ça prend les gens... Il y a de la répétition. Nous, on a le luxe et le roulage de tourner sur plusieurs, sur un an, un an et demi, où on s'espace parce que tout le monde a d'autres vies, puis on a d'autres choses à faire. Puis comme aussi j'écris au fur et à mesure. Ah ouais? Ouais, ça permet aussi de voir ce qu'on a fait. Tantôt, je te disais que il n'y a pas un scénario où il faut que je canne ça puis que je mette dans la caméra. On n'est pas en train de canner des images, on est en train de faire des images. Fait que des fois, on arrive sur place, puis l'idée de départ est complètement revirée de bord parce que c'est plus beau de l'autre sens. Mm-hmm. Où on va faire dire quelque chose, où on invente des scènes. Un tournage qu'on a fait dernièrement dans l'Arctique, où il y avait une scène qui n'était pas prévue avec des Inuits, mais parce qu'ils étaient là, puis qu'on a parlé, puis tout le monde était sympathique, puis c'était le fun. On a fait une scène avec deux Inuits. Mais ça, c'était pas prévu au scénario. Si je te demandais, parce qu'on en a entendu parler, mais très très peu, c'est quoi ce film-là? C'est avant tout l'histoire d'une jeune femme, elle a 34 ans dans l'histoire, ça s'appelle Alice, d'une mère inuite, puis d'un père québécois, francophone. Puis le fait qu'elle ait dû emprunter, mettons qu'elle est allaitée en Inuktitut, que son père, lui, l'a éduqué, lui a parlé en français, en québécois toute sa vie. Sa langue usuelle, sa langue d'usage quotidienne, ça a malheureusement été l'anglais. Il y a déjà un premier combat là, où c'est aussi une rageuse, c'est une enragée sociale, qui pointe des trucs, qui dit ça marche pas. En fait, elle a un gros train de vie, elle vole des tableaux. À des gens, des tableaux de très très grande valeur, qui redonne à des gens qui les apprécient. C'est-à-dire qui vont apprécier l'art pour sa valeur intrinsèque, pas pour sa valeur financière. It's been a while, Alice. I'm done crying for myself. Qui c'è quello che volevi vedere.
reliquia della vera croce. J'ai quelque chose pour toi. Ça vaut combien une femme qui aime un homme? Merci, Ika, mais je suis sauvage et violente. Autant par amour que par survie. T'as choisi Fanny Mallette, Oui. que j'adore et qui est à la fois capable de faire des rôles de composition avec des traits très appuyés, mais qui a aussi le talent tellement particulier de pouvoir jouer aussi des femmes... tu sais, la voisine d'à côté que tu remarques même pas. Tu sais, le talent de réduire et le talent d'amplifier. Pourquoi Fanny Mallette? Ben, par instinct, parce que c'est à peu près les seuls endroits dans ma vie où j'ai raison, c'est quand j'ai pas besoin de me justifier par c'est des raisonnements. Là. Par instinct, parce que un jour, c'est ça, elle disait un de mes trucs dans une lecture publique. Puis elle était sur... Je la connaissais pas, là, tu sais, j'ai jamais parlé. Puis elle était sur scène, puis elle disait un truc, puis ce qu'elle disait, c'était le ton exact, tu sais, de cette rage sociale-là, tu sais, avec une voix quand même, tu sais, douce, une voix qui était là, mais qui disait un truc qui avait un contenu, là, mais tu sais, un contenu élevé, tu sais, puis l'autre, ça a marché, puis fait que le personnage est né là, tu sais, dans cette fraction de seconde-là. Puis parce que au bout du compte, tu sais, je ne sais pas si le film va être bon ou non, je ne sais pas, mais quand on tourne puis qu'on fait nos trucs, c'est bouleversant. Ça marche. Moi, je suis bouleversé par ce que je vois dans mon moniteur, puis dans ce que c'est, puis avec les gens avec qui je travaille aussi. Donc, mon instinct, en tout cas, s'il ne me donne pas raison, s'il ne me donne pas tort, là, c'est à date. Puis c'est un grand talent, c'est un range, puis c'est un truc qui est capable de jouer cette fille-là qui a cette rage-là, mais qui est aussi douce, qui est aussi capable de poésie, qui est aussi capable d'être essoufflée comme d'être posée. Fait que pour ça, ça marche, cette identité-là fonctionne. Et est-ce qu'il va y avoir de la musique dans ce film-là? Oui, en fait, on est en train de... Oui, il va y avoir de la musique, originale. À qui t'as demandé en fait, de composer? Il y a déjà une toune qui est faite, la voix qu'il a fait, c'est Geneviève Jaudoin, qui vient chanter tout dessus. Il y a de la musique techno que j'ai fait faire par un DJ à Détroit, qui fonctionne bien dans des montages que je fais. J'ai beaucoup de scènes aériennes dans le film, puis ça fonctionne bien avec les scènes aériennes. Puis là, on est en train de, cette semaine, je suis en train d'avoir, on fait des prières pour avoir des droits, une libération de droits sur des trucs de bandes de Brooklyn, parce que j'en écoute beaucoup. Tu sais, j'ai été bien de radio, puis Yes I Hear, que j'essaie d'avoir l'autorisation. Ouais. Tes goûts musicaux, à toi, personnels, c'est quoi? Mais c'est assez... Je dirais pas large, mais parce que ça fait 6 ans ou 7 ans que je vis ici, j'ai beaucoup écouté la scène Brooklyn. C'est des gens aussi que je fréquente à l'occasion et que je vois. T'sais. Sinon, je sais pas combien de fois, si ça s'use un disque dur, mais les laisser rouler, je les blasse dans la voiture. Et quand je dis Bernard Adamus, puis je vais vraiment pas dire dessus parce que je crie toutes mes phrases aussi avec lui. Je l'aide à chanter. Ah ouais! Qu'est-ce que je te disais? Est-ce qu'il y a une chanson qui te tire les larmes toujours autant, même à mesure que les années passent? Non, tu sais, j'essaie de faire ça tout seul. Premièrement, mais il n'y en a pas une plus qu'une autre parce que ça arrive à différents moments, d'autres trucs, puis des affaires que je comprends pas, mais que je trouve juste beau. Mais je pleure souvent. Je suis ému souvent par plein de choses. Puis des fois, c'est une chanson, des fois, ça va être un truc sur l'autoroute, quelqu'un, mal écrasé, une histoire, quelque chose. Puis ou une note. Une note, des fois, qui arrive. Ouais. Mais oui, c'est ça, j'essaie de broyer en gars, de me virer. Je fais semblant de tousser. Tu as parlé d'animal écrasé. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as chassé? Oui. Tu as eu une prise, en fait. Là. Oui, je sais pas si c'est la même. Oui, puis c'est assez triste parce que j'avais 12 ans, puis je chassais avec mon père puis avec quelqu'un d'autre, puis mon père m'avait acheté un petit fusil.
Je suis arrivé, puis on chassait comme le lièvre, la perdrix, puis on n'avait rien vu, puis on n'avait rien vu. Puis le monsieur avec qui on était, il dit, ben là, il y a des oiseaux sur la branche, tire-les. J'étais pas en situation de chasse, tu sais. Puis j'étais un petit gars, puis je voulais absolument tirer, tu sais, du fusil. Puis j'avais tiré, puis j'avais tué un oiseau. Puis je me souviens, puis j'avais aucune raison d'avoir fait ça. C'était pas moi je m'étais pas contrôlé. J'étais contrôlé par quelqu'un d'autre, tu sais. Puis j'ai tiré, puis c'est pas le fun. C'est pas quelque chose de... Puis plus jamais de ma vie, j'ai refait ça après, tu sais. Si je vais puis si j'abats un animal, c'est vraiment parce que c'est pour la consommation, pour le manger, là. Puis, fait que je m'excuse. Et le partager. Excuse de péter ton père. C'était ça mon premier... Souvent, sur la reproduction de l'espèce, un mâle va féconder le plus de femelles possible et tout pour la survie de l'espèce. En même temps, il y a toute la participation de la femelle, tu sais, qui doit se nourrir, pas se fatiguer, pas se blesser, reconnaître le petit, l'amener à marcher, montrer sa semence, tu sais, l'accompagner pour que lui puisse à son tour avoir son parcours et se reproduire. Puis j'ai voulu te lancer une question qui est vraiment ouverte. Si je te dis l'animalité des femmes, comment tu décrirais ça? J'aimerais ça que tu me parles de l'animalité des femmes. En fait, moi, je pense qu'on fait une grave erreur quand on transpose des comportements humains, puis qu'on fait l'anthropomorphisme avec les animaux, qu'on transpose leur comportement sur des choses humaines. Je pense que c'est des vies parallèles qui fonctionnent, puis qu'on a la fâcheuse habitude de superposer ces choses-là, puis de se dire, ben, regarde, pourquoi ça fonctionne pour eux, ça ne fonctionnerait pas pour nous, pas pour eux. C'est des trucs assez complexes, l'évolution, puis ça fait des millénaires que, disons, ce dont tu parlais, que, en fait, c'est même pas le mâle, disons, le plus puissant ou dominant qui, mettons un chevreuil ou un qui va féconder 8, 10, 12 femelles. C'est pas ça. C'est parce que ceux qui sont trop dominants, c'est ça la partie la plus forte, ceux qui sont trop dominants, ils se battent entre eux pour avoir le droit aux femelles. Mais quand ils ont fini de se battre, ils n'ont plus d'énergie. Pour féconder la femelle. Fait que eux, c'est comme 1, 2, 3, tu sais. Celui qui évite le combat, puis qu'en fait, son évolution a fait en sorte qu'il a développé une glande spéciale dans lui qui est capable de détecter l'ostrus. Quand la femelle ovule, c'est lui qui en fait le plus. Fait que ça ne veut pas dire que c'est celui qui a le plus gros panache, qui est le plus fort, puis tout, là. C'est pas lui, il est vite ailleurs. Il y a une espèce d'intelligence, d'évolution, une intelligence biologique là, qui fait en sorte que c'est lui. Puis de toute façon, on voit qu'au bout du compte, c'est la femelle qui décide. Fait qu'elle peut choisir le perdant d'un combat. Elle peut choisir 0 des deux, puis le troisième qui lui rôde autour puis qui attendait que les deux soient fatigués. C'est elle qui décide. Elle peut choisir le gagnant aussi. C'est elle qui décide selon ce qu'elle conçoit de sa survie, de sa survie biologique, de ce qu'elle doit assurer. Puis, on a ça, je souris parce que c'est tellement proche de plein de jokes. Mais ils se voient 5 jours dans l'année. Le reste du temps, ils sont en train de survivre. La reproduction des mammifères, en général, il n'y a pas de bisous avant. C'est peut-être pour ça que les gars regardent le hockey, ils se gardent l'énergie pour après la game au lieu de se battre. En fait, ce qui est génial, c'est pendant les annonces. C'est ça. Reproduction pendant les annonces. T'as des moments, t'as des temporalités différentes quand t'es avec ta famille dans les cantons, quand tu vas à la chasse, quand tu viens travailler ici. Après ça, il y a tout ce qui englobe ton travail, les réunions, les rencontres, machin. Es-tu un gars qui a peur de perdre son temps? Est-ce que tu t'accordes des plages de temps lousses? C'est quoi ton rapport au temps aujourd'hui, en 2014? En fait, c'est une question assez terrible que tu poses parce que je suis en train de me dire que parce que je fais plein de choses, j'ai peur de perdre le fait que j'aimais perdre mon temps avant. T'sais. Moi, j'ai peur de ne pas être capable de rien faire. C'est parce que en étant full occupé, en étant sollicité, en faisant des choses, j'ai peur de perdre cette oisiveté-là, le fait de écouter un film l'après-midi.
Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Puis tu sais, je le faisais, peut-être que j'en ai plus besoin, peut-être que je n'ai pas besoin. Mais je voudrais me débarrasser de la culpabilité de ne pas faire quelque chose. Je suis allé à L'Oréal, là, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, tu sais. J'ai réussi à faire 5 jours, tu sais, dans le bois, presque tout seul. Tu sais, pas de technologie, là, tu sais. Ça reset pas pire, Ouais, là. ça puis moi, c'est là que je me refais. C'est comme une petite chapelle, là. Puis c'est là que je repars mon année, tu sais. Puis je veux pas le perdre, tu sais. Ouais. Je veux que ça reste, puis je veux réussir à le garder. Parce que j'ai l'impression que c'est là qu'on réussit à se creuser, tu sais. Puis à pas rester à la surface. J'essaie de rester groundé puis de m'occuper, tu sais, de la terre. Tu sais, je vis en campagne, tu sais, un potager et tout. J'essaie de garder les pieds et les mains là-dedans aussi. C'est parce que c'est un rythme qui ne m'appartient pas à moi. C'est un rythme de quelque chose, de quelqu'un d'autre. Puis ça, je trouve ça beau, le fait que moi, je suis juste un accessoire là-dedans. Tu sais, je vis dans un monde où je suis souvent le centre de quelque chose. Ça devient fatigant, ça. Ça devient fatigant d'énergie, tu sais, d'être le centre des gens, alors que je suis mieux en retrait, je suis mieux en satellite. Tu sais. Puis la Terre me ramène ce rythme-là. Marc Séguin, du plus profond de mon cœur, je te remercie de créer de la beauté signifiante. Merci infiniment. Tu sais quoi, Ariane? Moi, je vais te dire merci, puis je vais rajouter ça parce que tu viens de le dire, mais avant que ce soit un salaire, avant que j'ai un chèque de droit d'auteur, avant que j'ai un chèque parce que j'ai vendu un tableau, ou d'un producteur ou quoi que ce soit, moi, mon véritable salaire, avant de savoir tout ça, c'était de me faire dire merci. Ben, je l'aurais dit. Merci. Merci.